been proclaimed, and the people rejoiced in their new nation, a haven of refuge for the displaced and persecuted members of the Jewish faith from all over the world. Israel was admitted to membership in the United Nations, and her flag was raised at Lake Success. Again, the United Nations had, through peaceful mediation, resolved an international dispute which had been a threat to world peace. Herzl a écrit ses idées sur le sionisme à la fin du XIXe siècle. Ses livres et sa vision ont comme arrière-plan la montée de l'antisémitisme en Europe centrale et en Europe de l'Est, d'une part, et ses propres frustrations de l'autre, puisqu'il n'était pas totalement intégré dans la culture européenne occidentale. Et sa solution, à la place d'un mouvement nationaliste romantique allemand, dans lequel les Juifs n'avaient pas leur place, il l'avait bien compris, était de créer un mouvement nationaliste romantique juif. On ne peut pas parler de réponse monolithique. Il y a eu différentes réactions. Les Juifs les plus riches, les Juifs de l'Ouest, étaient pour la plupart opposés aux idées du sionisme, parce qu'ils étaient bien intégrés dans leur pays. Ils y étaient bien enracinés et pensaient qu'aborder un tel sujet était dangereux, parce que cela signifiait qu'ils n'étaient plus citoyens de leur pays, qu'ils devaient partir ailleurs. Mais l'affaire Dreyfus les a vraiment choqués et ils ont commencé à se dire « Peu importe ce que l'on fait, peu importe que l'on soit bien intégré, on est quand même rejeté, écarté. On doit donc trouver notre propre chez nous, notre propre pays. » Les vrais juifs, c'est-à-dire les vrais judaïsmes, les vraies institutions, organisations des masses, étaient contre le sionisme. Entre les 80 grands rabbins de l'Allemagne, 78 signent qu'il ne veut pas qu'un congrès sioniste anti-juif se déroule sur la terre allemande. Le pauvre Herzl a dû remplacer le congrès dans un casino à Bâle. Avec tout le respect, un casino à Bâle, c'est comment un casino à Bâle? Ils avaient différentes idées. Ils n'ont pas tout de suite choisi la Palestine. Ils ont pensé à l'Ouganda, l'Argentine, les États-Unis, l'Azerbaïdjan, mais il faut aussi comprendre qu'ils étaient poussés par les chrétiens sionistes à ne pas abandonner la Palestine. Ces puissants évangélistes des États-Unis et de Grande-Bretagne voulaient vraiment voir les Juifs retourner en Palestine. Pioneers and refugees from countries of the oppression, where Jews are free to be anything but Jews, young and old, they are going now to a land which accepts them as its own and not merely as strangers to be tolerated. They will drill wells and bring the hidden water, the most precious treasure, out of the depths of the earth. Ça nous ramène au fond dans l'univers mythologique judéo-chrétien, à des images très fortes qui parlent à tout le monde, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, à savoir le fait qu'on oppose un juif agriculteur sédentaire à un arabe nomade, tribal, etc. Et donc on oppose le monde civilisé à la barbarie et au monde primitif. Et ça ramène au stéréotype de Abel et Caïn, Abel l'agriculteur sédentaire et Caïn le nomade qui par ailleurs va tuer justement Abel. Le dogme évangéliste des sionistes chrétiens est très clair. Ils pensent que le retour des Juifs en Palestine marque la fin des temps, la seconde apparition du Messie, la résurrection des morts. Donc pour eux, le retour des Juifs est le signe que la parole de Dieu va enfin être appliquée. C'est pour cela qu'ils ont toujours voulu que les Juifs reviennent, soi-disant reviennent, sur leur présumée terre d'origine, où les Juifs avaient vécu en tant que nation, avaient un État à eux-mêmes, ce qui, bien sûr, est une histoire fabriquée. Mais ce n'est pas grave, puisque tous les mouvements nationalistes fabriquent leur histoire. Et le sionisme n'a pas fait exception. This is the land which God promised to Abraham.
Once, while the Jews lived in this land, it was the center of a great civilization. Through the ages, the Jews made pilgrimages to all these places, filled with holy memories, to add their prayers to those of their ancestors, that the scattered children of Israel be gathered again into the shelter of their own homeland. C'est peut-être la chose la plus importante. Comment transformer une mythologie religieuse en une mythologie historique ou politico-historique? Et pourquoi j'insiste ça? Par exemple, dans les déclarations d'indépendance d'Israël à 47-48, on pose le mythe que le peuple juif était exilé par les Romains au 1er siècle de notre ère. J'ai décidé de chercher des livres de recherche sur l'acte d'exil. Et il n'y a pas eu d'exil. C'est-à-dire, il n'y avait pas un acte d'exil. Les Juifs n'étaient pas exilés. Le judaïsme a commencé à se propager, venir à Rome, etc. Mais les Juifs jamais n'étaient pas exilés de cette terre. Sauf que pour la naissance du sionisme, il fallait cette idée de retour qui est basée sur l'idée d'exil. En fait, le sionisme a fait deux choses. La première, c'est d'avoir fait passer le judaïsme du statut de religion à celui de nationalisme. C'est pourquoi, au tout début, peu de Juifs ont accepté de faire cela. Ensuite, ils ont voulu que les Juifs passent d'une population qui vit d'une manière unique et d'une manière ségrégée à une nation moderne. La cristallisation des idées nationales avec un imaginaire raciste, c'est le bon temps de la fin du XIXe siècle. Tout le monde devient malade de nationalisme à cette époque, la chose qui va cheminer vers la Première Guerre mondiale. On ne peut pas comprendre la Première Guerre mondiale sans l'idée nationale. On ne peut pas, répandu partout, on ne peut pas comprendre le sionisme, parce que le sionisme, c'est aussi une imitation de tous les autres nationalismes en Europe. Le sionisme va rester un rêve jusqu'à ce qu'il gagne l'appui d'une grande puissance. Et ce fut le cas, puisque cet appui est venu de grandes puissances financières. On pense notamment au soutien que les Montefiori ou les Rothschild ont apporté aux premiers Alliott entre 1882 et l'explosion de la Première Guerre mondiale. Ils ont financé le plan de colonisation et encouragé les Juifs, surtout d'Europe de l'Est et de Russie, à s'installer en Palestine, qui était encore territoire ottoman. Ce soutien a servi à faire venir des Juifs en Palestine, mais pas en nombre suffisant. Pour cela, il fallait le soutien d'une grande puissance politique. Durant la Première Guerre mondiale, le siège du mouvement sioniste se trouvait à Berlin. Mais à cause de la guerre, les leaders du mouvement sioniste ont décidé, ils ont toujours très bien anticipé les événements, ils sentaient que l'Allemagne allait perdre. Donc, ils ont décidé de transférer le siège de Berlin à Londres. Et une nouvelle figure est apparue dans le mouvement sioniste, Chaim Weizmann, considéré comme un héros en Angleterre parce qu'il a inventé le TNT et qu'il a aidé la Grande-Bretagne à gagner la guerre, d'une certaine façon. Il est donc devenu très influent et ses amis du mouvement sioniste ont clairement fait comprendre que le mouvement envisageait que la Grande-Bretagne devienne cette grande puissance qui les aiderait à implanter l'idéologie sioniste. Pendant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et ses alliés vont se retrouver confrontés à différents terrains de bataille, notamment la péninsule arabique, le Proche-Orient. Pour asseoir leurs objectifs impérialistes, les Britanniques ont utilisé diverses stratégies et plusieurs intrigues de palais, en faisant en gros
trois promesses contradictoires. Tout d'abord, les accords Hussein-McMahon. En échange de l'alliance avec les Britanniques, les Hachémites auraient été les destinataires d'un futur royaume arabe pas mieux défini à la fin de la Première Guerre mondiale. Deuxième négociation secrète, ce sont les célèbres accords Sykes-Picot qui portent sur un partage provisoire, là aussi pas mieux défini, de zones d'influence dans le cadre post-guerre entre France et Angleterre au Proche-Orient. Enfin, c'est la déclaration Balfour où, en gros, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Lord Balfour, déclare le soutien de l'Angleterre à la création d'un foyer national juif. Les Anglais cherchaient des fonds pour l'effort de guerre. Donc, lorsque le mouvement sioniste s'est dit capable de participer au financement de l'effort de guerre, l'idée était tentante. C'est dans ce contexte qu'a été proposée la déclaration Balfour, ou lettre, puisque c'est ce dont il s'agit légalement. C'était une lettre de Lord Balfour à l'attention de Lord Rothschild, qui, en résumé, disait que le gouvernement britannique s'engage envers les sionistes à leur accorder un foyer juif en Palestine. La formulation de cette lettre est en fait très intéressante. Cette lettre accorde le soutien de la Grande-Bretagne à un foyer juif et non pas à une patrie juive en Palestine. C'est une chose de permettre l'immigration des Juifs en Palestine. Et c'en est une autre de favoriser la création d'un pays pour ces immigrants, aux dépens des populations indigènes. La seconde clause dit « sans préjudice des droits civils et religieux de la population arabe palestinienne », simplement désignée comme les non-juifs. L'omission des mots « droits politiques » est très intéressante. Les droits religieux sont protégés, mais pas les droits politiques. Et ce fut une minutieuse omission de la part de ses rédacteurs. Ce document a été rédigé par différentes personnes au nom de Lord Balfour. L'Angleterre avait de fausses idées au sujet du sionisme, ce qui a beaucoup aidé le mouvement sioniste. Il y avait une confusion totale concernant le mouvement bolchevique et le sionisme. Il y avait tellement de juifs au sein du mouvement bolchevique que le gouvernement de la Grande-Bretagne pensait que s'il soutenait la colonisation de la Palestine pour les juifs, cela créerait de bonnes relations avec les juifs du mouvement bolchevique. Ce qui était complètement ridicule, puisque les juifs bolcheviques étaient antisionistes et non pas pro-sionistes. La seconde est certainement moins ridicule, mais un peu prématurée. Ils pensaient que les Juifs avaient beaucoup d'influence aux États-Unis. Encore une fois, c'était un peu bizarre, parce qu'en 1917, les Juifs américains n'étaient pas encore sionistes. Ils ne soutenaient pas les idées sionistes. C'était évidemment un peu antisémite de penser que les Juifs contrôlaient à la fois l'Union soviétique et les États-Unis. Mais le sionisme a toujours tiré profit de l'antisémitisme, du sionisme chrétien et des intérêts stratégiques de chacun. La dernière percée anglaise des lignes ottomanes dans le sud de la Palestine n'est pas une coïncidence. C'est précisément à ce moment-là qu'ils ont articulé une nouvelle politique en Palestine, la reconnaissant comme foyer national juif. C'est comme si la Grande-Bretagne promettait la Palestine au mouvement sioniste. Sauf que les Britanniques se sont servis du mouvement sioniste pour prendre la Palestine pour eux-mêmes, en faisant une colonie à bas coût pour les Britanniques et une sorte de chaîne de commandement qui relierait l'Égypte, la Palestine, l'Irak et le golfe Persique aux terres de l'océan Indien. Maintenant, les choses importantes, que les autres pays puissances impérialistes ou colonialistes appuient ça pour avoir justement une place, c'est-à-dire changer le Proche-Orient. C'est-à-dire il faut réfléchir dans l'imaginaire de quelqu'un à 17, que voilà, le Proche-Orient va devenir une terre dans les mains des Occidentaux. Sur le plan juridique, la déclaration n'engage que la Grande-Bretagne.
et aucun des autres partenaires de l'Alliance. Et il faudra attendre 1922 pour que la déclaration Balfour soit intégrée en quelque sorte dans la charte du mandat sur la Palestine et devienne un texte de droit international. À la fin de la Première Guerre mondiale, la création de la Société des Nations est un grand projet d'espoir et de volonté de promouvoir la paix. La Société des Nations contient au moins deux nouveautés très importantes. La première porte sur la question de la transparence et donc contrer au niveau des traités et des accords internationaux la pratique qui avait prévalu jusque-là. Le deuxième élément très important est la question de l'autodétermination des peuples libres. Et cela ne sera pas sans conséquence, notamment sur le développement du mandat britannique en Palestine et de son issue. La Grande-Bretagne et la France devinrent les nouveaux dirigeants du Moyen-Orient après la défaite de l'Empire ottoman. Et ils voulaient se partager les provinces ottomanes du monde arabe. Mais ils avaient deux problèmes. Un, il y avait un mouvement nationaliste arabe qui voulait créer une république arabe unie dans tout le monde arabe. Mais l'Angleterre et la France ne pouvaient pas accepter ça. Ils avaient peur d'une armée arabe unie. Et il y avait le problème avec les Américains, jusqu'à la disparition de Wilson, puisqu'ils demandaient qu'on respecte le droit d'autodétermination des peuples. Ils ont donc trouvé un compromis, le système du territoire sous mandat. Ils ont convaincu les Américains et quelques leaders arabes locaux qu'il serait mieux de diviser le monde arabe en États plutôt que d'avoir une république arabe unie. Ils leur ont donc imposé une nouvelle carte, la carte que l'on connaît plus ou moins aujourd'hui avec la Syrie, l'Irak, la Jordanie, etc. Les mandats, comme définis par la Société des Nations, étaient des projets à durée limitée. Mais conçus par les pouvoirs impérialistes, ils étaient plus une sorte d'extension de leur réseau impérial, à travers une nouvelle forme d'impérialisme, une nouvelle notion du colonialisme. L'idée derrière ces mandats, c'est qu'une puissance européenne aide le pays local à devenir indépendant dans les 25 ans. Et au bout de 25 ans, il y aurait des élections démocratiques et le peuple déciderait du type d'État qu'il veut. Donc, si on retire la déclaration Balfour de la Charte, cela signifie qu'au bout de 25 ans, les peuples palestiniens ont le droit de décider de quel genre de Palestine ils veulent. En 1917, les Juifs représentent 10% de la population. Donc, on sait pertinemment quel aurait été le choix démocratique des habitants de la Palestine. It is nearly 16 years since he recruited me to the Zionist movement. À cette époque, Chaim Weizmann a grandement contribué à convaincre Lloyd George de nommer Samuel comme premier haut commissionnaire. Samuel était un sioniste engagé. L'importance de choisir quelqu'un comme Samuel dans ces circonstances, c'est que c'était à lui de donner à la déclaration Balfour le sens qu'elle allait avoir. Tout ce qu'il a fait sur le terrain, comme les lois d'immigration et les lois du transfert des terres et leurs modalités, va finalement transformer ce pays en un État juif. Il faut comprendre une chose avec ce processus sioniste. Entre 1880 jusqu'en 1923-24, il y a 2,5 millions de Juifs, des peuples yiddish surtout, qui font leur émigration vers l'Ouest.
Il s'arrête en Allemagne, on les pousse plus loin. Il s'arrête en France, on les pousse plus loin. Il s'arrête à Londres, on les pousse plus loin. Ils arrivent à la fin à San Francisco. Face à 2,5 millions, il y a quelque chose comme à peine, si vous voulez, 100 000 qui décident de faire l'immigration ici, sur cette terre de Palestine. C'est-à-dire la présence sioniste chez les Juifs est très faible. Maintenant, pourquoi 24? Parce qu'à 24, il y a une vague anti-juif et anti-immigratoire en États-Unis très fort. Et la loi de Johnson décide, on coupe l'immigration. Et commence plus l'immigration, la colonisation ici, sur cette terre de Palestine. Alors tout va se transformer à partir de 1933 à cause de l'avènement d'Hitler au pouvoir qui enclenche cette fois-ci une immigration relativement massive, il s'agit de 40-50 000 personnes par an, vers la Palestine. Et là, vous avez un sentiment que les rapports des populations, les rapports numériques des populations, sont en train de se modifier radicalement en faveur du mouvement sioniste. Puis les Palestiniens ont commencé une lutte anticolonialiste à la fois contre les Britanniques et contre le mouvement sioniste. Les premières vagues de contestation ont commencé en 1919, déjà 2 ans après la déclaration de Balfour, puis 1920, 21. En 29, on assiste aux plus grandes tentatives de contestation contre le fait que les Palestiniens n'avaient pas leur mot à dire sur leur futur. Du moins, les événements de 1929 ont convaincu les Britanniques qu'ils allaient devoir consulter les Palestiniens. Et lorsqu'ils ont commencé à consulter les Palestiniens et les sionistes en même temps, ils se sont retrouvés dans une impasse. Et je pense que déjà en 1929, il était clair que la Grande-Bretagne ne parviendrait pas à résoudre le problème qu'elle avait créé. The main case of the Arabs is against the British government's policy in Palestine. A policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. This policy is not only contrary to the pledge given by His Britannic Majesty's government to the late King Hussein in the year 1915 for the establishment of a completely independent state, but is also not in accordance with the fourth point of President Wilson's 14 points calling for the self-determination of all people. The Arabs, who decided on a general and a complete strike until the total and immediate stoppage of Jewish emigration is brought about and until the government introduces an essential change in its present policy. In Jerusalem, the state of tension continues. Terrorism has caused a number of deaths already, and at Arab meetings, agitators whip up the old race animosity. British police search wayfarers for arms. Under police protection, Jewish families are moved from the old quarters of Jerusalem to districts where they are less likely to be molested. And the British soldier in his tin hat helps too. En Palestine, la situation demeure extrêmement tendue. De graves désordres se produisent en de nombreux points du territoire et les attentats terroristes se multiplient. Envoyés d'urgence pour rétablir l'ordre, de nouvelles forces de police anglaises débarquent à Jaffa. Devant la nécessité de mettre un terme à l'activité sanglante des rebelles, l'autorité anglaise s'est vue contrainte d'adopter des mesures énergiques. Le résultat a été désastreux pour les Palestiniens, parce que la plupart de leurs leaders avaient été tués par les Britanniques ou étaient exilés. Et lorsque 1948 est arrivé, ils n'avaient plus de réels leaders. Les sionistes, eux, ont compris que s'ils voulaient prendre la Palestine, ils devraient faire usage de la force et qu'ils devraient déplacer les Palestiniens. C'est à ce moment-là que le leader du mouvement sioniste, David Ben Gourion, parle ouvertement de la nécessité d'expulser les Palestiniens pour créer un État juif. Et pour cela, ils avaient besoin d'une puissance militaire. Questions have been asked in Parliament about the arming of Jewish supernumeraries. Well, here is a detachment of men who have been trained to reinforce the military in the protection of their homes. Trenches have been dug around the Jewish colonies. Police and supernumeraries are ready to man them at a moment's notice. Arabs convicted of crimes or offences against authority are kept in concentration camps behind barbed wire. Strictly guarded, they are put to breaking stones for road making.
In the unhappy state of Palestine, these camps are inevitable. After the abandonment of rebellion, justice may be tempered with mercy. En 1938, 15 à 20% de l'armée britannique dans le monde se trouve en Palestine pour écraser la révolte palestinienne. C'est-à-dire qu'au moment de Munich, un soldat britannique sur 5 se trouve en Palestine, ce qui est tout à fait inacceptable. Et à partir du moment où on s'oriente vers une guerre en Europe, les Britanniques gèlent la situation en Palestine par le livre blanc de 1939 qui limite et puis interdit l'immigration juive en Palestine. Pour le mouvement sioniste, le livre blanc était une menace existentielle. Ben Gourion admit que la Grande-Bretagne allait bientôt entrer en conflit avec les nazis et promit de soutenir la guerre des Britanniques contre les nazis comme si le livre blanc n'existait pas. Mais il promit au mouvement sioniste qu'il se battait contre le livre blanc comme s'il n'y avait pas de guerre contre les nazis. Eh bien, les membres radicaux de la communauté juive en Palestine ont trouvé que Ben Gourion s'était ramolli. Ils pensaient que la position des Britanniques avait radicalement changé. D'un État qui soutient les ambitions de création d'un État juif, ils étaient devenus des occupants coloniaux illégitimes, qui reniaient le droit du mouvement sioniste de s'autodéterminer au sein de sa patrie biblique, Eretz Israël. C'est là que se détache le groupe Stern, ou l'Etzel, le mouvement Léry, qui préconise des tactiques terroristes pour expulser les Britanniques de la Palestine, puisqu'ils les considèrent comme des occupants illégitimes. Ces organisations terroristes clandestines découlent bien entendu de la Haganah, qui était elle-même une organisation militaire clandestine. C'était le noyau de la future armée israélienne. Parmi leurs dirigeants, on trouvait des gens comme Shamir, qui deviendra plus tard Premier ministre, ou Begin. Ils étaient recherchés par l'armée britannique en tant que terroristes. C'était la faction d'extrême droite des organisations sionistes, qui appartenait à la faction de Jabotinsky, et qui, au fond, pensait qu'il n'y avait pas de place pour les Arabes et les Juifs. Parce qu'ils voyaient, tout le monde voyait de ses propres yeux que cette terre était habitée. Ce n'était pas une terre vide, comme le clamait la propagande de la fin du XIXe siècle. Le célèbre cliché « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu de leurs propres yeux que c'était totalement faux. Et Jabotinsky disait « il n'y a pas de place pour tous, c'est soit eux, soit nous. Et nous arrivons ici en conquérant. Nous sommes des conquérants colonialistes. » Et naturellement, dans l'histoire, lorsqu'un peuple est conquis, le peuple autochtone va forcément résister. La liberté de la Méditerranée est indispensable à la sécurité des routes maritimes qui relient la Grande-Bretagne à son empire colonial. Dans la Méditerranée orientale, l'Angleterre doit défendre la côte palestinienne et les populations placées sous son protectorat, ainsi que le port d'Haïfa, terminus du pipeline qui amène de Mossoul le pétrole indispensable aux besoins de sa défense nationale. De 1941 à 1943, la Palestine est une base arrière de l'armée britannique au Proche-Orient, et elle se développe économiquement dans tous ces secteurs parce qu'il faut ravitailler, habiller d'1 million de soldats britanniques qui se battent dans le désert égyptien. C'est aussi le cas évidemment en Égypte, en Irak, toute la région travaille pour l'armée britannique. Ensuite, au printemps 1942, les Allemands et les Italiens sont chassés complètement d'Afrique du Nord par la prise de Tunis. Et à ce moment-là, donc, la Seconde Guerre mondiale s'éloigne du Proche-Orient. Et là encore, vous avez des attitudes distinctes des mouvements sionistes. Le sionisme filial continue de collaborer avec les Britanniques en créant éventuellement une brigade juive qui se battrait du côté de l'armée britannique. Mais la droite sioniste commence en 1944 une campagne d'attentats contre les Britanniques en Palestine. Et on peut dire qu'à la fois le sionisme officiel collabore et participe à l'effort de guerre contre l'Allemagne nazie, mais en revanche,
les Argoun bloquent des milliers de soldats britanniques en Palestine qui devraient se battre contre l'Allemagne nazie. It was in the spring of 1945, but we'll never forget it. We saw liberty. It was the doors opening up for the first time in many years. You heard those voices in a dozen different languages saying, "We have waited so long for you to come." Les leaders du mouvement sioniste ont compris que la Grande-Bretagne et la France étaient sur le déclin et que s'ils voulaient que le projet colonialiste du sionisme aboutisse, non seulement ils devaient combattre les Britanniques parce qu'ils n'avaient pas les mêmes intérêts, mais ils avaient besoin de soutien. Et c'est là qu'ils commencèrent à comprendre l'importance de la communauté juive américaine et de la communauté sioniste chrétienne aux États-Unis. The lives of 5 million Jews have proved to the world what the Jewish problem is. You don't have today to preach Zionism or to read Herzl and Pinsker and Hesse nach Adam. You just have to say 5 million Jews massacred in Europe because of the homelessness of the Jewish people. We have certainly the right to demand that the world shouldn't wait for a second lesson of this kind till it will implement the principle which was recognized even formally and internationally to give Palestine to the Jewish people as a real national home. L'Irgun ne désarme pas. Voici les vues prises 7 minutes après l'attentat qui, au Goldsmith de Jérusalem, coûta la vie à une trentaine de Britanniques. Devant la recrudescence des attentats de toutes sortes, 48 en un mois, les autorités britanniques ont décrété la loi martiale dans les 5 parties les plus populeuses de la Palestine juive. Mr. Ben Gurion's house in Tel Aviv was the scene of the recent meeting of the Jewish Agency Executive. Among the leaders of official Zionism, Dr. Moshe Sneh, formerly chief of the Haganah, and Mrs. Golda Meyerson, head of the political bureau. Mr. Ben Gurion, chairman of the executive, leads them into his study for the meeting. Although condemning terrorism, the executive decided not to participate in any government or army campaign against the terrorists. Ces attaques ont découragé les Britanniques d'imposer leur autorité en Palestine, de laquelle ils perdaient le contrôle. Les côtes étaient jonchées de bateaux transportant des Juifs déplacés venant de partout en Europe. Bateaux mis en place par les agents sionistes pour essayer de faire venir des survivants de l'Holocauste en Palestine pour augmenter leur nombre. Et les Britanniques ne pouvaient pas refouler ces navires transportant les pauvres et les malheureux de l'Europe sans entacher leur réputation auprès de la communauté internationale. Ils faisaient rebrousser chemin aux survivants de l'Holocauste aux portes de la Palestine. Et finalement, les Britanniques ont compris qu'ils n'avaient pas de solution face à leur arrivée et face aux nationalismes incompatibles des Palestiniens et des Juifs. Donc, ils ont remis le dossier aux Nations Unies, qui succède à la Société des Nations. The League of Nations comes to an end. Formed after the First World War to preserve world peace, it failed to prevent the Second World War. Veteran Paul Boncourt of France and 83-year-old British Lord Cecil, who helped to draft the covenant of the League, as the former world organization votes itself out of existence, placing its hope in the United Nations. La toute nouvelle organisation des Nations Unies va s'emparer du problème de la Palestine. L'UNSCOP va faire 2 propositions. La première, celle d'un seul État, un État fédéral, composé de plusieurs cantons, notamment des cantons arabes, palestiniens et juifs. Proposition qui ne retiendra pas la majorité des votes, alors que la deuxième proposition est présentée comme la solution, votée à une majorité, qui sera justement la création de 2 États, à savoir un État palestinien et un État juif sur une majorité du territoire de la Palestine historique et 1% de ce territoire consacré à Jérusalem et sa conurbation avec Bethléem sous un statut international.
Ce qui rend ce rapport intéressant, c'est qu'ils ont décidé de le soumettre à l'Assemblée générale afin de l'adopter comme plan de paix. Tout d'abord, et je pense que c'est le plus important, ils savaient qu'il allait être rejeté en bloc par les Palestiniens et le monde arabe. Mais ils s'en fichaient. Ils allaient mettre en place un plan de paix alors que la majeure partie était contre. Ce que les Nations Unies ne referont plus jamais. Elles ne referont plus jamais une chose aussi stupide. C'était le pouvoir des États-Unis qui, cette année-là, était particulièrement pro-sioniste. The United States delegation supports the basic principles of the unanimous recommendations and the majority plan which provides for partition and immigration. We refer to assistance through the United Nations in meeting economic and financial problems and the problem of internal law and order during the transition period. S'il n'y avait pas eu de lobbyisme politique et si le vote n'avait pas été retardé, la proposition de partage n'aurait peut-être pas gagné face à celle d'un État fédéral binational. Puis les Arabes ont systématiquement refusé toutes les propositions parce qu'ils y voyaient un compromis fait en dépit de leurs droits en tant que population autochtone. Et ils ont essayé de révoquer la légalité du partage devant la Cour internationale de justice. Mais cette tentative a échoué. Encore une fois, à cause des doubles jeux et des pressions illégales faites sur les États pour qu'ils votent pour le partage. De tous ceux qui ont approuvé le projet de partage de la Palestine en deux États indépendants, personne n'a vraiment voulu aborder le côté légal ou juridique de la question. De la façon dont il fut préparé et conçu, par les intrigues faites autour de lui et par les machinations qui sautent aux yeux et qui ont servi à le présenter à l'opinion publique comme un projet uniquement humanitaire, ce projet restera le plus grand scandale politique de tous les siècles. Si on étudie la proposition de partage d'un point de vue légal, il est évident que l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU, était tout à fait consciente qu'elle n'avait pas les compétences juridiques de partager un territoire, quel qu'il soit. La résolution 181 était justement ça. Une résolution, une proposition, parce que l'Assemblée générale n'avait pas le droit de décréter un partage de territoire, ni d'effectuer de changement territorial quel qu'il soit. Afin d'obtenir la majorité aux 2/3, il fallait convaincre les pays de voter pour. Et encore une fois, les États-Unis ont été très utiles. Par exemple, le Libéria, le seul pays d'Afrique indépendant, s'est vu promettre beaucoup d'argent par les États-Unis en échange d'un vote en faveur du partage. Les Américains ont exercé des pressions similaires sur des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Rappelons-nous qu'à cette époque, les États-Unis avaient une grande influence dans cette zone. Et le lobby sioniste en soi fonctionnait très bien. Ces diplomates travaillaient bien. Et ils ont obtenu la majorité aux 2/3 le 29 novembre 1947. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. Uruguay, yes. Venezuela, yes. Yemen, no. Quand on regarde les votes à l'ONU, le clivage est particulièrement net entre ceux qui sont favorables à l'État juif et qui sont en général des pays de culture chrétienne, et ceux qui le refusent, qui sont des pays non chrétiens, à l'exception de quelques États sud-américains qui sont opposés au plan de partage. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Je crois que la route vers la décision de 1947 était composée avec certaines mauvaises consciences. Si vous voulez, entre 1945 et 1948, pèse dans les consciences de tous les Occidentaux le double fait que, premièrement, que c'était atroce les souffrances des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est une chose,
Et deuxième chose, c'était qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces réfugiés de Pologne, de Hongrie, d'ailleurs qui sont en Allemagne, dans les camps. Les États-Unis ne veulent pas les recevoir chez eux. Ni la France, ni la Grande-Bretagne. À Jérusalem, les Israélites donnent libre cours à leur joie légitime. Ils fêtent avec exubérance la décision prise par les Nations Unies de séparer la Palestine en un État juif et un État arabe. Sans satisfaire entièrement les aspirations des chefs sionistes, cette solution constitue cependant pour le peuple juif un succès incontestable. Les réactions des Juifs au plan de partage étaient mitigées. D'un côté, c'était une joie d'être reconnu au niveau international. Mais de l'autre, on ne pensait pas que l'État juif serait stable, puisque, d'après la carte, la moitié de la population de ce futur État juif serait arabe. Donc cette idée d'État démocratique juif allait tomber à l'eau. Ben Gurion disait « Il ne faut pas s'inquiéter, de nombreux Juifs viendront dans notre pays une fois qu'il sera indépendant. Ainsi, l'équilibre démographique serait atteint grâce à l'immigration. » Et il a aussi dit « Il y aura d'autres moyens qu'on pourra utiliser, mais sans préciser lesquels, ni comment les mettre en œuvre. » Pour le monde arabe, la résolution de partage était leur premier gros échec diplomatique depuis leur indépendance. Ce qui va mener à leur prochaine erreur ou leur prochain échec. Ils vont être incapables de constituer une réponse militaire groupée face au conflit qui se développe en Palestine. En Palestine, la situation s'est brusquement dramatisée. La population arabe s'est violemment émue de la décision de l'ONU tendant à partager la Palestine entre juifs et arabes. Aussitôt, des troubles ont éclaté et les incendies ont ravagé les quartiers juifs de Jérusalem. À Jérusalem, la tension judéo-arabe s'accentue tous les jours. L'hôtel Sémiramis, quartier général des forces arabes, a été dynamité par les éléments du groupe terroriste juif Haganah. L'insécurité règne. Dans les secteurs dévolus aux juifs, chaque centre s'efforce d'assurer sa propre défense et chaque village, voire chaque ferme, transforme ses habitants, hommes ou femmes, en possibles combattants. Arabes et juifs ont enrôlé la terreur et la haine. On a deux situations. D'un côté, une communauté qui a de grands leaders, dynamique et préparée aux éventualités, qui sait qu'elle va certainement devoir combattre une armée arabe, mais également chasser les Palestiniens. Et de l'autre côté, les leaders palestiniens ne savent pas quoi faire. En fait, en janvier 1948, les leaders palestiniens, pas seulement la classe politique, mais aussi les élites, sont partis. 70 000 Palestiniens, tous membres de l'élite sociale, économique et politique, ont quitté la Palestine. Ils sont partis pensant qu'ils reviendraient d'ici quelques mois. Mais ils sont partis. Ils ont donc laissé la population sans leader, ce qui a permis aux sionistes de battre très facilement les Palestiniens et de les chasser en 1948. Dans les années 1930, la communauté palestinienne s'est soulevée contre le mandat britannique et a connu une violente répression. Et certains soutiennent que, dans un sens, la capacité de la communauté arabe à constituer une armée a été brisée en 1939. Leur tentative d'acquisition d'armes et de soutien dans les pays arabes voisins aura très peu de succès finalement. La communauté juive, de son côté, a acquis de l'expérience et des armes, surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où des importations secrètes d'armes ont permis à la communauté juive de constituer une force armée conséquente. The definition of legal and illegal forces becomes daily more obscure. Haganah, the force first legally raised for the defense of Jewish settlements, appears to function hand in glove with Irgun Tzvi Leumi, the outlawed terrorist army. Full-scale training is underway in a score of camps throughout the country. There is no shortage of arms nor ammunition, though under the British mandate, possession of arms calls for the death penalty. L'établissement des frontières entre l'État arabe et l'État juif a été semé d'embûches dès le début. Les frontières ne correspondaient pas vraiment à la répartition des populations. Il y avait un grand nombre d'Arabes qui vivaient sur des territoires alloués aux Juifs. Et il y avait quelques communautés juives qui vivaient sur des territoires de l'État arabe. Donc, la seule manière de parvenir à une sorte de répartition homogène serait de dépeupler de force les communautés étrangères des territoires des nouveaux États.
Et ça se rapproche du concept moderne de nettoyage ethnique. Cette idée de dépeupler par la force ceux qui sont d'une autre ethnie ou d'une autre communauté pour les faire vivre en dehors des frontières de leur terre et de leur patrie. Vous avez des myriades d'événements, des situations très différentes selon les régions et selon les moments en Palestine. D'où la difficulté d'énoncer s'il y a eu politique coordonnée d'expulsion. Mais si on peut discuter les conditions de l'expulsion, il est indiscutable que dès le départ, les conditions du retour ont été interdites. C'est-à-dire que la politique, coordonnée, volontaire, décidée par le gouvernement israélien de l'époque, a été de détruire les villages à la dynamite, de brûler les récoltes et de tirer à vue sur toute personne cherchant à revenir. Parmi les 650 villages qui se trouvaient dans ce qui deviendra Israël, il resta 150 villages. Donc, environ 500 ont été vidés de leur population. Tout figure dans le plan D, ce qui montre que c'était systématique, intentionnel, mais aussi un peu chaotique, comme tout nettoyage ethnique. Cela crée une atmosphère. Ce ne sont pas toujours des ordres directs. Les soldats sur le terrain savent ce qu'ils ont à faire. Et les Britanniques leur ont expliqué ce qu'ils allaient faire. Ils allaient essayer de convaincre les populations de partir sans violence. Et les sionistes ont dit « D'accord, s'ils partent sans violence, c'est tout aussi bien, du moment qu'ils partent. » Les Britanniques ont donc joué un rôle horrible en aidant les sionistes à vider les villes palestiniennes de leurs autochtones. Great Britain's battle-scarred mandate in Palestine ended on May 15, 1948. Here, evacuating British troops salute Sir Alan Cunningham, the last foreign governor Israel was to see. At Lida Airport, General Cunningham bids goodbye to an assignment often fraught with bloody combat. And homebound British troops are glad to pull out of what they called a sticky situation. Il s'est passé deux choses. Premièrement, chaque officier britannique a décidé selon ses propres affinités à qui donner l'autorité. La majorité était pro-sioniste, d'autres pro-arabes, et essayaient de la donner aussi aux Arabes. Mais pour la plupart, ils l'ont donnée aux Juifs. Et même les pro-arabes se sont rendus compte qu'il n'y avait personne à qui la donner. Il n'y avait pas de structure politique établie, comme chez les sionistes. Et donc l'État sous mandat a plus ou moins été immédiatement remis entre les mains des sionistes. Tous les centres d'importance de l'État, la douane, la police, le téléphone, les aéroports, les ports, tout est tombé entre les mains des sionistes. On May 14, 1948, the new government headed by David Ben-Gurion is installed in Tel Aviv. Thus, for the first time since the Roman legion destroyed Jerusalem in the year 70 AD, the Jewish people have a nation of their own. Traversant Amman, la capitale transjordanienne, les armées irakiennes se sont mises en marche pour porter secours à leurs frères de race aux prises avec les Juifs. L'armée transjordanienne a franchi le Jourdain et a vu un jour se découper sur l'horizon les murailles de Jérusalem. Les Arabes sont entrés en guerre contre Israël, non pas comme un corps d'armée uni qui encercle l'État juif, mais comme des unités indépendantes et désorganisées, ce que les Israéliens ont trouvé facile à contenir et à battre. I have come back to the United States with a message to the United States Jews and to all Americans who are interested in peace, and more specifically in peace in the Holy Land. We are convinced that if, for instance, the United States were to lift the embargo and the Jews got all the arms that are necessary for them, this war will end very quickly. L'armée qui aurait pu être un vrai obstacle pour l'État juif, c'est l'armée jordanienne, parce que c'était la seule armée arabe qui avait fait l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Elle était dirigée par des officiers de l'armée britannique et était relativement bien équipée. Mais les Jordaniens avaient un accord secret avec les dirigeants juifs.
En échange d'une intervention bridée en Palestine, ils auraient l'autorisation d'annexer une partie de la Palestine à la Jordanie. En Palestine, les combats ont repris entre troupes arabes et juives. Malgré l'intervention de l'aviation égyptienne, les forces israéliennes ont réussi à occuper les principaux points d'appui du désert de Negev dans le sud de la Palestine, et notamment celui de Beersheba, sur la route d'Égypte et de Jérusalem. Une nouvelle fois, les spectacles pitoyables de la guerre se retrouvent sur cette terre qui fut pourtant le centre de la grande espérance des hommes. Et le monde cherche en vain une solution raisonnable aux problèmes palestiniens. La guerre de 1948 s'est, pour ainsi dire, terminée par le partage de la Palestine, mais par un partage vraiment différent de celui qu'espéraient les Nations Unies. 80% de la Palestine, 78% exactement, sont devenus un État juif. Dans ces 78% se trouvaient 1 million de Palestiniens qui ont perdu leur terre d'origine et qui sont devenus des réfugiés hors de la Palestine, hors de cette zone devenue Israël. Une autre partie, la Cisjordanie, a été annexée par la Jordanie. Et une plus petite partie, la bande de Gaza, a été annexée, non pas annexée, mais contrôlée par l'Égypte. La Palestine, le pays espéré par le peuple palestinien, avait disparu. On l'avait effacé de la carte. C'est à travers l'écriture de l'histoire de cette guerre et de ses conséquences, mais aussi des mémoires que l'histoire officielle a souvent écartées, qu'il faudra trouver un terrain d'entente. Une partie de la résolution du conflit passe par la négociation de ce rapport au passé, de cette histoire et de ces mémoires, un savant dosage qui doit faire la part entre ce qu'il faut rappeler et ce qu'il faut oublier.